La Reine Margot, partie 8 du livre audio, chapitre 20 de la première partie du roman. Les poules noires. Il était temps que les deux couples disparussent. Catherine mettait la clé dans la serrure de la seconde porte au moment où Coconas et Madame de Nevers sortaient par l'issue du fond, et Catherine, en entrant, put entendre le craquement de l'escalier sous les pas des fugitifs. Elle jeta autour d'elle un regard inquisiteur, et arrêtant enfin son œil soupçonneux sur René, qui se trouvait debout et incliné devant elle. « Qui était là ?» demanda-t-elle. « Des amants qui se sont contentés de ma parole quand je leur ai assuré qu'ils s'aimaient. »« Laissons cela, » dit Catherine en haussant les épaules. « N'y a-t-il plus personne ici ?»« Personne que votre majesté et moi. »« Avez-vous fait ce que je vous ai dit ?» À propos des poules noires ? Oui. Elles sont prêtes, madame. Ah, si vous étiez juif, murmura Catherine. Moi, juif, madame ? Pourquoi ? Parce que vous pourriez lire les livres précieux qu'ont écrits les Hébreux sur les sacrifices. Je me suis fait traduire l'un d'eux et j'ai vu que ce n'était ni dans le cœur ni dans le foie, comme les Romains, que les Hébreux cherchaient les présages. C'était dans la disposition du cerveau et dans la figuration des lettres qui y sont tracées par la main toute-puissante de la destinée. Oui, madame, je l'ai aussi entendu dire par un vieux rabbin de mes amis. Il y a, dit Catherine, des caractères ainsi dessinés qui ouvrent toute une voie prophétique. Seulement, les savants chaldéens recommandent... Recommandent ? Quoi ? Demanda René, voyant que la reine hésitait à continuer. Recommande que l'expérience se fasse sur des cerveaux humains, comme étant plus développés et plus sympathiques à la volonté du consultant. Hélas, madame, dit René, votre majesté sait bien que c'est impossible. Difficile, du moins, dit Catherine, car si nous avions su cela à la Saint-Barthélemy, hein, René ? Quelle riche récolte ! Le premier condamné, j'y songerai. En attendant, demeurons dans le cercle du possible. La chambre des sacrifices est-elle préparée ? Oui, madame. Passons-y. René alluma une bougie faite d'éléments étranges et dont l'odeur, tantôt subtile et pénétrante, tantôt nauséabonde et fumeuse, révélait l'introduction de plusieurs matières. Puis, éclairant Catherine, il passa le premier dans la cellule. Catherine choisit elle-même parmi tous les instruments de sacrifice un couteau d'acier bleuissant, tandis que René allait chercher une des deux poules qui roulaient dans un coin, leur œil d'or inquiet. « Comment procéderons-nous ? » Nous interrogerons le foie de l'une et le cerveau de l'autre. Si les deux expériences nous donnent les mêmes résultats, il faudra bien croire, surtout si ces résultats se combinent avec ceux précédemment obtenus. Par où commencerons-nous ? Par l'expérience du foie. C'est bien, dit René. Et il attacha la poule sur le petit autel à deux anneaux placés aux deux extrémités, de manière que l'animal renversé sur le dos ne pouvait que se débattre sans bouger de place. Catherine lui ouvrit la poitrine d'un seul coup de couteau. La poule jeta 3 cris et expira après s'être assez longtemps débattue. « Toujours 3 cris », murmura Catherine. « 3 signes de mort. » Puis elle ouvrit le corps. « Et le foie pendant à gauche, » continua-t-elle. « Toujours à gauche. Triple mort suivie d'une déchéance. Sais-tu, René, que c'est effrayant ? » Il faut voir, madame, si les présages de la seconde victime coïncideront avec ceux de la première. René détacha le cadavre de la poule et le jeta dans un coin. Puis il alla vers l'autre, qui, jugeant de son sort par celui de sa compagne, essaya de s'y soustraire en courant tout autour de la cellule et qui, enfin, se voyant prise dans un coin, s'envola par-dessus la tête de René et s'en alla dans son vol éteindre la bougie magique que tenait à la main Catherine. « Vous le voyez, René, dit la reine. C'est ainsi que s'éteindra notre race. La mort soufflera dessus et elle disparaîtra de la surface de la terre. 3 fils, cependant, 3 fils, murmura-t-elle tristement.
René lui prit des mains la bougie éteinte et alla la rallumer dans la pièce à côté. Quand il revint, il vit la poule qui s'était fourré la tête dans l'entonnoir. « Cette fois, dit Catherine, j'éviterai les cris, car je lui trancherai la tête d'un seul coup. » Et en effet, lorsque la poule fut attachée, Catherine, comme elle l'avait dit, d'un seul coup lui trancha la tête. Mais dans la convulsion suprême, le bec s'ouvrit 3 fois et se rejoignit pour ne plus se rouvrir. « Vois-tu, dit Catherine, épouvantée, à défaut de 3 cris, 3 soupirs. 3, toujours 3. Ils mourront tous les 3. Toutes ces âmes, avant de partir, comptent et appellent jusqu'à 3. Voyons maintenant les signes de la tête. » Alors Catherine abattit la crête pâlie de l'animal, ouvrit avec précaution le crâne et, le séparant de manière à laisser à découvert les lobes du cerveau, elle essaya de trouver la forme d'une lettre quelconque sur les sinuosités sanglantes que trace la division de la pulpe cérébrale. « Toujours !» s'écria-t-elle en frappant dans ses 2 mains. « Toujours ! Et cette fois, le pronostic est plus clair que jamais. Viens et regarde. » René s'approcha. « Quelle est cette lettre ?» lui demanda Catherine en lui désignant un signe. « Un H » répondit René. « Combien de fois répété ?» René compta. « 4, dit-il. « Eh bien, est-ce cela ? Je le vois, c'est-à-dire Henri IV. »« Oh !» gronda-t-elle en jetant le couteau. « Je suis maudite dans ma postérité. » C'était une effrayante figure que celle de cette femme pâle comme un cadavre, éclairée par la lugubre lumière et crispant ses mains sanglantes. « Il régnera, dit-elle, avec un soupir de désespoir. « Il régnera !»« Il régnera !» répéta René, enseveli dans une rêverie profonde. Cependant, bientôt cette expression sombre s'effaça des traits de Catherine à la lumière d'une pensée qui semblait éclore au fond de son cerveau. « René, dit-elle, en étendant la main vers le Florentin sans détourner sa tête inclinée sur sa poitrine. « René, n'y a-t-il pas une terrible histoire d'un médecin de Pérouse qui, du même coup, à l'aide d'une pommade, a empoisonné sa fille et l'amant de sa fille ? » ?»« Oui, madame. »« Cet amant, c'était, continua Catherine toujours pensive. « C'était le roi Ladislas, madame. »« Ah oui, c'est vrai, murmura-t-elle. Avez-vous quelques détails sur cette histoire ? » « Je possède un vieux livre qui en traite, » répondit René. « Eh bien, passons dans l'autre chambre, vous me le prêterez. » Tous 2 quittèrent alors la cellule, dont René ferma la porte derrière lui. « Votre Majesté me donne-t-elle d'autres ordres pour de nouveaux sacrifices ?» demanda le Florentin. « Non, René, non. Je suis pour le moment suffisamment convaincu. Nous attendrons que nous puissions nous procurer la tête de quelque condamné, et le jour de l'exécution, tu en traiteras avec le bourreau. » René s'inclina en signe d'assentiment, puis il s'approcha, sa bougie à la main, des rayons où étaient rangés les livres, monta sur une chaise, en prit un et le donna à la reine. Catherine l'ouvrit. « Qu'est-ce que cela ? dit-elle. « De la manière d'élever et de nourrir les tiercelets, les faucons et le gerfaut, pour qu'ils soient braves, vaillants et toujours prêts au vol. » « Ah, pardon, madame, je me trompe. Ceci est un traité de vénerie fait par un savant lucquois pour le fameux Castruccio Castracani. Il était placé à côté de l'autre, relié de la même façon. Je me suis trompé. C'est d'ailleurs un livre très précieux. Il n'en existe que 3 exemplaires au monde. Un qui appartient à la bibliothèque de Venise, l'autre qui avait été acheté par votre aïeul Laurent et qui a été offert par Pierre de Médicis au roi Charles VIII lors de son passage à Florence, et le 3e que voici. « Je le vénère, dit Catherine, à cause de sa rareté, mais n'en ayant pas besoin, je vous le rends. » Et elle tendit la main droite vers René pour recevoir l'autre, tandis que, de la main gauche, elle lui rendit celui qu'elle avait reçu. Cette fois, René ne s'était point trompé. C'était bien le livre qu'elle désirait. René descendit, le feuilleta un instant et le lui rendit tout ouvert. Catherine alla s'asseoir à une table, René posa près d'elle la bougie magique et à la lueur de cette flamme bleuâtre, elle lut quelques lignes à demi-voix. « Bien, dit-elle en refermant le livre. «
Voilà tout ce que je voulais savoir. » Elle se leva, laissant le livre sur la table et emportant seulement au fond de son esprit la pensée qui y avait germé et qui devait y mûrir. René attendit respectueusement, la bougie à la main, que la reine, qui paraissait prête à se retirer, lui donna de nouveaux ordres ou lui adressa de nouvelles questions. Catherine fit plusieurs pas la tête inclinée, le doigt sur la bouche et en gardant le silence. Puis, s'arrêtant tout à coup devant René, en relevant sur lui son œil rond et fixe comme celui d'un oiseau de proie, « Avoue-moi que tu as fait pour elle quelques philtres, dit-elle. »« Pour qui ?» demanda René en tressaillant. « Pour la sauve. »« Moi, madame ?» dit René. « Jamais. »« Jamais ?»« Sur mon âme, je vous le jure. »« Il y a cependant de la magie, car il l'aime comme un fou, lui qui n'est pas renommé par sa constance. » « Qui, lui, madame ?»« Lui, Henri le Maudit, celui qui succédera à nos 3 fils, celui qu'on appellera un jour Henri IV, et qui cependant est le fils de Jeanne d'Albret. » Et Catherine accompagna ces derniers mots d'un soupir qui fit frissonner René, car il lui rappelait les fameux gants que, par ordre de Catherine, il avait préparés pour la reine de Navarre. « Il y va donc toujours ?» demanda René. « Toujours, » dit Catherine. « J'avais cru, cependant, que le roi de Navarre était revenu tout entier à sa femme. »« Comédie, René, comédie. Je ne sais dans quel but, mais tout se réunit pour me tromper. Ma fille elle-même, Marguerite, se déclare contre moi. Peut-être, elle aussi, espère-t-elle la mort de ses frères ? Peut-être espère-t-elle être reine de France ? » « Oui, peut-être, » dit René, rejeté dans sa rêverie et se faisant l'écho du doute terrible de Catherine. « Enfin, » dit Catherine, « nous verrons. » Et elle s'achemina vers la porte du fond, jugeant sans doute inutile de descendre par l'escalier secret, puisqu'elle était sûre d'être seule. René la précéda et, quelques instants après, tous deux se trouvèrent dans la boutique du parfumeur. « Tu m'avais promis de nouveaux cosmétiques pour mes mains et pour mes lèvres, René, dit-elle. Voici l'hiver, et tu sais que j'ai la peau fort sensible au froid. Je m'en suis déjà occupée, madame, et je vous les porterai demain. Demain soir, tu ne me trouverais pas avant 9 ou 10 heures. Pendant la journée, je fais mes dévotions. Bien, madame, je serai au Louvre à 9 heures. Madame de Sauve a de belles mains et de belles lèvres, dit d'un ton indifférent Catherine. Et de quelle pâte se sert-elle ? Pour ses mains ? Oui, pour ses mains d'abord. De pâte à l'héliotrope. Et pour ses lèvres ? Pour ses lèvres, elle va se servir du nouvel opiat que j'ai inventé et dont je comptais porter demain une boîte à votre majesté en même temps qu'à elle. Catherine resta un instant pensive. Au reste, elle est belle, cette créature, dit-elle, répondant toujours à sa secrète pensée, et il n'y a rien d'étonnant à cette passion du Béarnais. Et surtout dévouée à votre majesté, dit René. À ce que je crois, du moins. Catherine sourit et haussa les épaules. Lorsqu'une femme aime, dit-elle, est-ce qu'elle est jamais dévouée à un autre qu'à son amant ? Tu lui as fait quelques philtres, René. Je vous jure que non, madame. C'est bien. N'en parlons plus. Montre-moi donc cet opiat nouveau dont tu me parlais et qui doit lui faire les lèvres plus fraîches et plus roses encore. René s'approcha d'un rayon et montra à Catherine 6 petites boîtes d'argent de la même forme, c'est-à-dire rondes, rangées les unes à côté des autres. « Voilà le seul philtre qu'elle m'ait demandé, » dit René. « Il est vrai, comme le dit votre majesté, que je l'ai composé exprès pour elle, car elle a les lèvres si fines et si tendres que le soleil et le vent les gercent également. » Catherine ouvrit une de ces boîtes. Elle contenait une pâte du carmin le plus séduisant. « René, dit-elle, donne-moi de la pâte pour mes mains. J'en emporterai avec moi. » René s'éloigna avec la bougie et s'en alla chercher dans un compartiment particulier ce que lui demandait la reine. Cependant, il ne se retourna pas si vite qu'il ne crut voir que Catherine,
par un brusque mouvement, venait de prendre une boîte et de la cacher sous sa mante. Il était trop familiarisé avec ces soustractions de la reine-mère pour avoir la maladresse de paraître s'en apercevoir. Aussi, prenant la pâte demandée, enfermée dans un sac de papier fleur-de-lysée, « Voici, madame, dit-il. »« Merci, René, » reprit Catherine. Puis, après un moment de silence, « Ne porte cette opiat à madame de Sauve que dans 8 ou 10 jours. Je veux être la première à en faire l'essai. » Et elle s'apprêta à sortir. « Votre Majesté veut-elle que je la reconduise ?» dit René. « Jusqu'au bout du pont seulement, » répondit Catherine. « Mes gentilshommes m'attendent là avec ma litière. » Tous deux sortirent et gagnèrent le coin de la rue de la Barillerie, où 4 gentilshommes à cheval et une litière sans armoirie attendaient Catherine. En rentrant chez lui, le premier soin de René fut de compter ses boîtes d'opiat. Il en manquait une. Chapitre 21. L'appartement de madame de Sauve. Catherine ne s'était pas trompée dans ses soupçons. Henri avait repris ses habitudes et chaque soir il se rendait chez madame de Sauve. D'abord, il avait exécuté cette excursion avec le plus grand secret, puis, peu à peu, il s'était relâché de sa défiance, avait négligé les précautions, de sorte que Catherine n'avait pas eu de peine à s'assurer que la reine de Navarre continuait d'être de nom Marguerite, de fait madame de Sauve. Nous avons dit 2 mots, au commencement de cette histoire, de l'appartement de madame de Sauve, mais la porte ouverte par Dariol au roi de Navarre s'est hermétiquement refermée sur lui, de sorte que cet appartement, théâtre des mystérieuses amours du Béarnais, nous est complètement inconnu. Ce logement, du genre de ceux que les princes fournissent à leurs commensaux dans les palais qu'ils habitent, afin de les avoir à leur portée, était plus petit et moins commode que n'eût certainement été un logement situé par la ville. Il était, comme on le sait déjà, placé au second, à peu près au-dessus de celui de Henri, et la porte s'en ouvrait sur un corridor dont l'extrémité était éclairée par une fenêtre ogivale à petits carreaux enchâssés de plomb, laquelle, même dans les plus beaux jours de l'année, ne laissait pénétrer qu'une lumière douteuse. Pendant l'hiver, dès 3 heures de l'après-midi, on était obligé d'y allumer une lampe qui, ne contenant, été comme hiver, que la même quantité d'huile, s'éteignait alors vers les 10 heures du soir, et donnait ainsi, depuis que les jours d'hiver étaient arrivés, une plus grande sécurité aux 2 amants. Une petite antichambre tapissée de damas de soie à larges fleurs jaunes, une chambre de réception tendue de velours bleu, une chambre à coucher, dont le lit à colonnes torses et à rideaux de satin cerise enchâssait une ruelle ornée d'un miroir garni d'argent et de 2 tableaux tirés des amours de Vénus et d'Adonis, tel était le logement, aujourd'hui l'on dirait le nid, de la charmante fille d'Atour de la reine Catherine de Médicis. En cherchant bien, on eut encore, en face d'une toilette garnie de tous ses accessoires, trouvé, dans un coin sombre de cette chambre, une petite porte ouvrant sur une espèce d'oratoire où, exhaussé sur 2 gradins, s'élevait un prie-dieu. Dans cet oratoire était pendu à la muraille, et comme pour servir de correctif aux 2 tableaux mythologiques dont nous avons parlé, 3 ou 4 peintures du spiritualisme le plus exalté. Entre ces peintures étaient suspendues à des clous dorés des armes de femmes, car, à cette époque de mystérieuses intrigues, les femmes portaient des armes comme les hommes, et parfois s'en servaient aussi habilement qu'eux. Ce soir-là, qui était le lendemain du jour où s'étaient passées chez maître René les scènes que nous avons racontées, madame de Sauve, assise dans sa chambre à coucher sur un lit de repos, racontait à Henri ses craintes et son amour, et lui donnait comme preuve de ses craintes et de cet amour le dévouement qu'elle avait montré dans la fameuse nuit qui avait suivi celle de la Saint-Barthélemy, nuit que Henri, on se le rappelle, avait passée chez sa femme. Henri, de son côté, lui exprimait sa reconnaissance. Madame de Sauve était charmante ce soir-là, dans son simple peignoir de batiste, et Henri était très reconnaissant. Au milieu de tout cela, comme Henri était réellement amoureux,
Il était rêveur. De son côté, madame de Sauve, qui avait fini par adopter de tout son cœur cet amour commandé par Catherine, regardait beaucoup Henri pour voir si ses yeux étaient d'accord avec ses paroles. « Voyons, Henri, disait madame de Sauve, soyez franc. Pendant cette nuit passée dans le cabinet de Sa Majesté la Reine de Navarre, avec monsieur de la Mole à vos pieds, n'avez-vous pas regretté que ce digne gentilhomme se trouvât entre vous et la chambre à coucher de la reine ?»« Oui, en vérité, mamie, dit Henri, car il me fallait absolument passer par cette chambre pour aller à celle où je me trouve si bien, et où je suis si heureux en ce moment. » Madame de Sauve sourit. « Et vous n'y êtes pas rentré depuis ?»« Que les fois que je vous ai dites. »« Vous n'y rentrerez jamais sans me le dire. »« Jamais. » « En jureriez-vous ?»« Oui, certainement, si j'étais encore huguenot, mais... »« Mais quoi ?»« Mais la religion catholique, dont j'apprends les dogmes en ce moment, m'a appris qu'on ne doit jamais jurer. »« Gascon, » dit madame de Sauve en secouant la tête. « Mais à votre tour, Charlotte, » dit Henri, « si je vous interrogeais, répondriez-vous à mes questions ?»« Sans doute, » répondit la jeune femme, « moi je n'ai rien à vous cacher. » « Voyons, Charlotte, dit le roi, expliquez-moi une bonne fois comment il se fait qu'après cette résistance désespérée qui a précédé mon mariage, vous soyez devenu moins cruel pour moi, qui suis un gauche béarnais, un provincial ridicule, un prince trop pauvre, enfin, pour entretenir brillants les joyaux de sa couronne. »« Henri, dit Charlotte, vous me demandez le mot de l'énigme que cherchent depuis 3000 ans les philosophes de tous les pays. Henri, ne demandez jamais à une femme pourquoi elle vous aime. Contentez-vous de lui demander « M'aimez-vous » ?« M'aimez-vous, Charlotte ?» demanda Henri. « Je vous aime, » répondit madame de Sauve avec un charmant sourire et en laissant tomber sa belle main dans celle de son amant. Henri retint cette main. « Mais, reprit-il, poursuivant sa pensée, si je l'avais deviné, ce mot que les philosophes cherchent en vain depuis 3000 ans, du moins relativement à vous, Charlotte. » Madame de Sauve rougit. « Vous m'aimez, continua Henri, par conséquent je n'ai pas autre chose à vous demander, et me tiens pour le plus heureux homme du monde. Mais, vous le savez, au bonheur il manque toujours quelque chose. Adam, au milieu du paradis, ne s'est pas trouvé complètement heureux, et il a mordu à cette misérable pomme qui nous a donné à tous ce besoin de curiosité qui fait que chacun passe sa vie à la recherche d'un inconnu quelconque. Dites-moi, mamie, pour m'aider à trouver le mien, n'est-ce point la reine Catherine qui vous a dit d'abord de m'aimer ? » ?»« Henri, dit madame de Sauve, parlez bas quand vous parlez de la reine-mère. »« Oh !» dit Henri avec un abandon et une confiance à laquelle madame de Sauve fut trompée elle-même. « C'était bon autrefois de me défier d'elle, cette bonne mère, quand nous étions mal ensemble. Mais maintenant que je suis le mari de sa fille... »« Le mari de madame Marguerite, » dit Charlotte en rougissant de jalousie. « Parlez bas à votre tour, » dit Henri. « Maintenant que je suis le mari de sa fille, nous sommes les meilleurs amis du monde. » Que voulait-on ? Que je me fisse catholique, à ce qu'il paraît. Eh bien, la grâce m'a touché, et, par l'intercession de saint Barthélemy, je le suis devenu. Nous vivons maintenant en famille, comme de bons frères, comme de bons chrétiens. Et la reine Marguerite ? La reine Marguerite, dit Henri, eh bien, elle est le lien qui nous unit tous. Mais vous m'avez dit, Henri, que la reine de Navarre, en récompense de ce que j'avais été dévouée pour elle, avait été généreuse pour moi. Si vous m'avez dit vrai, si cette générosité pour laquelle je lui ai voué une si grande reconnaissance est réelle, elle n'est qu'un lien de convention facile à briser. Vous ne pouvez donc vous reposer sur cet appui, car vous n'en avez imposé à personne avec cette prétendue intimité. Je m'y repose, cependant, et c'est depuis 3 mois l'oreiller sur lequel je dors. « Alors, Henri, s'écria madame de Sauve, c'est que vous m'avez trompé, c'est que, véritablement, madame Marguerite est votre femme. » Henri sourit. « Tenez, Henri, dit madame de Sauve,
Voilà de ces sourires qui m'exaspèrent et qui font que, tout roi que vous êtes, il me prend parfois de cruelles envies de vous arracher les yeux. » Alors, dit Henri, j'arrive donc à en imposer sur cette prétendue intimité, puisqu'il y a des moments où, tout roi que je suis, vous voulez m'arracher les yeux parce que vous croyez qu'elle existe. Henri, Henri, dit madame de Sauve, je crois que Dieu lui-même ne sait pas ce que vous pensez. Je pense, mamie, dit Henri, que Catherine vous a dit d'abord de m'aimer, que votre cœur vous l'a dit ensuite, et que, quand ces deux voix vous parlent, vous n'entendez que celle de votre cœur. Maintenant, moi aussi, je vous aime, et de toute mon âme, et même c'est pour cela que lorsque j'aurai des secrets, je ne vous les confierai pas, de peur de vous compromettre, bien entendu, car l'amitié de la reine est changeante, c'est celle d'une belle-mère. Ce n'était point là le conte de Charlotte. Il lui semblait que ce voile qui s'épaississait entre elle et son amant, toutes les fois qu'elle voulait sonder les abîmes de ce cœur sans fond, prenait la consistance d'un mur et les séparait l'un de l'autre. Elle sentit donc les larmes envahir ses yeux à cette réponse, et comme en ce moment 10 heures sonnèrent, « Sire, dit Charlotte, voici l'heure de me reposer. Mon service m'appelle de très bon matin demain chez la reine-mère. »« Vous me chassez donc ce soir, mamie ?» dit Henri. « Henri, je suis triste. Étant triste, vous me trouveriez maussade, et, me trouvant maussade, vous ne m'aimeriez plus. Vous voyez bien qu'il vaut mieux que vous vous retiriez. »« Soit, dit Henri, je me retirerai si vous l'exigez, Charlotte. Seulement, ventre saint gris, vous m'accorderez bien la faveur d'assister à votre toilette. »« Mais la reine Marguerite, sire, ne la ferez-vous pas attendre en y assistant ?»« Charlotte, répliqua Henri, sérieux, il avait été convenu entre nous que nous ne parlerions jamais de la reine de Navarre, et ce soir, ce me semble, nous n'avons parlé que d'elle. » Madame de Sauve soupira, et elle alla s'asseoir devant sa toilette. Henri prit une chaise, la traîna jusqu'à celle qui servait de siège à sa maîtresse, et, mettant un genou dessus, en s'appuyant au dossier, « Allons, dit-il, ma bonne petite Charlotte, que je vous vois vous faire belle, et belle pour moi, quoi que vous en disiez. Mon Dieu, que de choses, que de pots de parfum, que de sacs de poudre, que de fioles, que de cassolettes. »« Cela paraît beaucoup, dit Charlotte en soupirant, et cependant c'est trop peu, puisque je n'ai pas encore, avec tout cela, trouvé le moyen de régner seule sur le cœur de votre majesté. »« Allons, dit Henri, ne retombons pas dans la politique. Qu'est-ce que ce petit pinceau si fin, si délicat? Ne serait-ce pas pour peindre les sourcils de mon Jupiter olympien ?»« Oui, sire, répondit madame de Sauve en souriant, et vous avez deviné du premier coup. »« Et ce joli petit râteau d'ivoire? » »« C'est pour tracer la ligne des cheveux. »« Et cette charmante petite boîte d'argent au couvercle ciselé? »« Oh, cela, c'est un envoi de René, sire. C'est le fameux opiat qu'il me promet depuis si longtemps pour adoucir encore ses lèvres que votre majesté a la bonté de trouver quelquefois assez douces. » Et Henri, comme pour approuver ce que venait de dire la charmante femme, dont le front s'éclaircissait à mesure qu'on la remettait sur le terrain de la coquetterie, appuya ses lèvres sur celles que la baronne regardait avec attention dans son miroir. Charlotte porta la main à la boîte qui venait d'être l'objet de l'explication ci-dessus, sans doute pour montrer à Henri de quelle façon s'employait la pâte vermeille, lorsqu'un coup sec frappé à la porte de l'antichambre fit tressaillir les deux amants. « On frappe, madame, » dit Dariol en passant la tête par l'ouverture de la portière. « Va t'informer qui frappe, et reviens, » dit madame de Sauve. Henri et Charlotte se regardèrent avec inquiétude, et Henri songeait à se retirer dans l'oratoire, où déjà plus d'une fois il avait trouvé un refuge, lorsque Dariol reparut. « Madame, dit-elle, c'est maître René le parfumeur. » À ce nom, Henri fronça le sourcil et se pinça involontairement les lèvres. « Voulez-vous que je lui refuse la porte ?» dit Charlotte. « Non pas, » dit Henri. « Maître René ne fait rien sans avoir auparavant songé à ce qu'il fait. S'il vient chez vous, c'est qu'il a des raisons d'y venir. »
Voulez-vous vous cacher alors ? Je m'en garderai bien, dit Henri, car maître René sait tout, et maître René sait que je suis ici. Mais votre majesté n'a-t-elle pas quelque raison pour que sa présence lui soit douloureuse ? Moi, dit Henri en faisant un effort que, malgré sa puissance sur lui-même, il ne put tout à fait dissimuler. Moi, aucune. Nous étions en froid, c'est vrai, mais depuis le soir de la Saint-Barthélemy, nous nous sommes raccommodés. Faites entrer, dit madame de Sauve à Dariol. Un instant après, René parut et jeta un regard qui embrassa toute la chambre. Madame de Sauve était toujours devant sa toilette. Henri avait repris sa place sur le lit de repos. Charlotte était dans la lumière et Henri dans l'ombre. « Madame, dit René avec une respectueuse familiarité, je viens vous faire mes excuses. »« Et de quoi donc, René ?» demanda madame de Sauve avec cette condescendance que les jolies femmes ont toujours pour ce monde de fournisseurs qui les entoure et qui tend à les rendre plus jolies. De ce que, depuis si longtemps, j'avais promis de travailler pour ces jolies lèvres, et de ce que... « De ce que vous n'avez tenu votre promesse qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit Charlotte. « Qu'aujourd'hui ?» répéta René. « Oui, c'est aujourd'hui seulement, et même ce soir, que j'ai reçu cette boîte que vous m'avez envoyée. »« Ah, en effet, » dit René en regardant avec une expression étrange la petite boîte d'opiat qui se trouvait sur la table de madame de Sauve et qui était de tout point pareille à celle qu'il avait dans son magasin. « J'avais deviné, » murmura-t-il. « Et vous vous en êtes servi ?»« Non, pas encore, et j'allais l'essayer quand vous êtes entré. » La figure de René prit une expression rêveuse qui n'échappa point à Henri, auquel, d'ailleurs, bien peu de choses échappaient. « Eh bien, René, qu'avez-vous donc ?» demanda le roi. « Moi, rien, sire, » dit le parfumeur. « J'attends humblement que votre majesté m'adresse la parole avant de prendre congé de madame la baronne. »« Allons donc, » dit Henri en souriant. « Avez-vous besoin de mes paroles pour savoir que je vous vois avec plaisir ?» René regarda autour de lui, fit le tour de la chambre comme pour sonder de l'œil et de l'oreille les portes et les tapisseries, puis s'arrêtant de nouveau et se plaçant de manière à embrasser du même regard madame de Sauve et Henri. « Je ne le sais pas, » dit-il. Henri, averti, grâce à cet instinct admirable qui, pareil à un sixième sens, le guida pendant toute la première partie de sa vie au milieu des dangers qui l'entouraient, qu'il se passait en ce moment quelque chose d'étrange et qui ressemblait à une lutte dans l'esprit du parfumeur, se tourna vers lui, et tout en restant dans l'ombre, tandis que le visage du Florentin se trouvait dans la lumière. « Vous, à cette heure-ci, René ?» lui dit-il. « Aurais-je le malheur de gêner votre majesté ?» répondit le parfumeur en faisant un pas en arrière. « Non pas. Seulement, je désire savoir une chose. »« Laquelle, sire ?»« Pensiez-vous me trouver ici ?»« J'en étais sûr. »« Vous me cherchiez donc ?»« Je suis heureux de vous rencontrer, du moins. »« Vous avez quelque chose à me dire ?» insista Henri. « Peut-être, sire, » répondit René. Charlotte rougit, car elle tremblait que cette révélation, que semblait vouloir faire le parfumeur, ne fût relative à sa conduite passée envers Henri. Elle fit donc comme si, tout au soin de sa toilette, elle n'eût rien entendu, et, interrompant la conversation, « Ah, en vérité, René, s'écria-t-elle en ouvrant la boîte d'opiat, vous êtes un homme charmant. Cette pâte est d'une couleur merveilleuse, et, puisque vous voilà, je vais, pour vous faire honneur, expérimenter devant vous votre nouvelle production. » Et elle prit la boîte d'une main, tandis que de l'autre, elle effleurait, du bout du doigt, la pâte rosée qui devait passer du doigt à ses lèvres. René tressaillit. La baronne approcha en souriant l'opiat de sa bouche. René pâlit. Henri, toujours dans l'ombre, mais les yeux fixes et ardents, ne perdait ni un mouvement de l'un, ni un frisson de l'autre. La main de Charlotte n'avait plus que quelques lignes à parcourir pour toucher ses lèvres, lorsque René lui saisit le bras, au moment où Henri se levait pour en faire autant. Henri retomba sans bruit sur son lit de repos. « Un moment, madame, »
dit René avec un sourire contraint. Mais il ne faudrait pas employer cet opiat sans quelques recommandations particulières. Et qui me les donnera, ces recommandations? Moi. Quand cela? Aussitôt que je vais avoir terminé ce que j'ai à dire à Sa Majesté le roi de Navarre. Charlotte ouvrit de grands yeux, ne comprenant rien à cette espèce de langue mystérieuse qui se parlait auprès d'elle, et elle resta devant le pot d'opiat d'une main et regardant l'extrémité de son doigt rougi par la pâte carminée. Henri se leva, ému par une pensée qui, comme toutes celles du jeune roi, avait deux côtés, l'un qui paraissait superficiel et l'autre qui était profond. Il alla prendre la main de Charlotte et fit, toute rougie qu'elle était, un mouvement pour la porter à ses lèvres. « Un instant, dit vivement René, un instant. Veuillez, madame, laver vos belles mains avec ce savon de Naples que j'avais oublié de vous envoyer en même temps que l'opiat et que j'ai eu l'honneur de vous apporter moi-même. » En tirant de son enveloppe d'argent une tablette de savon de couleur verdâtre, il la mit dans un bassin de vermeil, y versa de l'eau et, un genou en terre, présenta le tout à madame de Sauve. « Mais, en vérité, maître René, je ne vous reconnais plus, dit Henri. Vous êtes d'une galanterie à laisser loin de vous tous les muguets de la cour. »« Oh, quel délicieux arôme !» s'écria Charlotte en frottant ses belles mains avec de la mousse nacrée qui se dégageait de la tablette embaumée. René accomplit ses fonctions de cavalier servant jusqu'au bout. Il présenta une serviette de fine toile de frise à madame de Sauve, qui essuya ses mains. « Et maintenant, dit le Florentin à Henri, faites à votre plaisir, monseigneur. » Charlotte présenta sa main à Henri, qui la baisa, et tandis que Charlotte se tournait à demi sur son siège pour écouter ce que René allait dire, le roi de Navarre alla reprendre sa place, plus convaincu que jamais qu'il se passait dans l'esprit du parfumeur quelque chose d'extraordinaire. « Eh bien, demanda Charlotte. Le Florentin parut rassembler toute sa résolution et se tourna vers Henri. Chapitre 22. Sire, vous serez roi. Sire, dit René à Henri, je viens vous parler d'une chose dont je m'occupe depuis longtemps. De parfum, dit Henri en souriant. Eh bien oui, sire, de parfum, répondit René avec un singulier signe d'acquiescement. Parlez, je vous écoute. C'est un sujet qui de tout temps m'a fort intéressé. René regarda Henri pour essayer de lire, malgré ses paroles, dans cette impénétrable pensée. Mais voyant que c'était chose parfaitement inutile, il continua. Un de mes amis, sire, arrive de Florence. Cet ami s'occupe beaucoup d'astrologie. Oui, interrompit Henri, je sais que c'est une passion florentine. Il a, en compagnie des premiers savants du monde, tiré les horoscopes des principaux gentilshommes de l'Europe. Ah ah, fit Henri, et comme la maison de Bourbon est en tête des plus hautes, descendant comme elle le fait du comte de Clermont, 5e fils de Saint-Louis, votre majesté doit penser que le sien n'a pas été oublié. Henri écouta plus attentivement encore. « Et vous vous souvenez de cet horoscope ?» dit le roi de Navarre avec un sourire qu'il essaya de rendre indifférent. « Oh, reprit René en secouant la tête, votre horoscope n'est pas de ceux qu'on oublie. »« En vérité, dit Henri avec un geste ironique. Oui, sire, votre majesté, selon les termes de cet horoscope, est appelée aux plus brillantes destinées. » L'œil du jeune prince lança un éclair involontaire qui s'éteignit presque aussitôt dans un nuage d'indifférence. « Tous ces oracles italiens sont flatteurs, dit Henri. Or, qui dit flatteur, dit menteur. N'y en a-t-il pas qui m'ont prédit que je commanderais des armées, moi ?» Et il éclata de rire. Mais un observateur moins occupé de lui-même que ne l'était René eût vu et reconnu l'effort de ce rire. « Sire, dit froidement René, l'horoscope annonce mieux que cela. Annonce-t-il qu'à la tête d'une de ces armées, je gagnerai des batailles ? Mieux que cela, sire. Allons, dit Henri, vous verrez que je serai conquérant. Sire, vous serez roi. Ah, ventre saint gris, dit Henri,
en réprimant un violent battement de cœur. Ne le suis-je point déjà? Sire, mon ami sait ce qu'il promet. Non seulement vous serez roi, mais vous régnerez. Alors, dit Henri avec son même ton railleur, votre ami a besoin de 10 écus d'or, n'est-ce pas, René? Car une pareille prophétie est bien ambitieuse, par le temps qui court surtout. Allons, René, comme je ne suis pas riche, j'en donnerai à votre ami 5 tout de suite, et 5 autres quand la prophétie sera réalisée. Sire, dit madame de Sauve, n'oubliez pas que vous êtes déjà engagé avec Dariol, et ne vous surchargez pas de promesses. Madame, dit Henri, ce moment venu, j'espère que l'on me traitera en roi et que chacun sera fort satisfait si je tiens la moitié de ce que j'ai promis. Sire, reprit René, je continue. Oh, ce n'est donc pas tout, dit Henri. Soit, si je suis empereur, je donne le double. Sire, mon ami revient donc de Florence avec cet horoscope qu'il renouvela à Paris et qui donna toujours le même résultat. Et il me confia un secret. Un secret qui intéresse Sa Majesté? Demanda vivement Charlotte. Je le crois, dit le Florentin. Il cherche ses mots, pensa Henri, sans aider en rien René. Il paraît que la chose est difficile à dire. Alors parlez, reprit la baronne de Sauve. De quoi s'agit-il? Il s'agit, dit le Florentin en pesant une à une toutes ces paroles. Il s'agit de tous ces bruits d'empoisonnement qui ont couru depuis quelque temps à la cour. Un léger gonflement de narines du roi de Navarre fut le seul indice de son attention croissante à ce détour subit que faisait la conversation. « Et votre ami le Florentin, dit Henri, c'est des nouvelles de ces empoisonnements? »« Oui, sire. »« Comment me confiez-vous un secret qui n'est pas le vôtre, René, surtout quand ce secret est si important ?» dit Henri du ton le plus naturel qu'il put prendre. « Cet ami a un conseil à demander à votre majesté. »« À moi ? Qu'y a-t-il d'étonnant à cela, sire ? Rappelez-vous le vieux soldat d'Actium qui, ayant un procès, demandait un conseil à Auguste. »« Auguste était avocat, René, et je ne le suis pas. »« Sire, quand mon ami me confia ce secret, votre majesté appartenait encore au parti calviniste, dont vous étiez le premier chef, et monsieur de Condé le second. Après, dit Henri, cet ami espérait que vous useriez de votre influence toute puissante sur monsieur le prince de Condé pour le prier de ne pas lui être hostile. Expliquez-moi cela, René, si vous voulez que je le comprenne, dit Henri sans manifester la moindre altération dans ses traits ni dans sa voix. Sire, votre majesté comprendra au premier mot. Cet ami sait toutes les particularités de la tentative d'empoisonnement essayée sur monseigneur le prince de Condé. On a essayé d'empoisonner le prince de Condé ? Demanda Henri avec un étonnement parfaitement joué. Ah, vraiment ? Et quand cela ? René regarda fixement le roi et répondit ces seuls mots. Il y a 8 jours, majesté. Quelque ennemi ? Demanda le roi. Oui, répondit René, un ennemi que votre majesté connaît, et qui connaît votre majesté. En effet, dit Henri, je crois avoir entendu parler de cela, mais j'ignore les détails que votre ami veut me révéler, dites-vous. Eh bien, une pomme de senteur fut offerte au prince de Condé, mais, par bonheur, son médecin se trouva chez lui quand on la porta. Il la prit des mains du messager et la flaira pour en essayer l'odeur et la vertu. 2 jours après, une enflure gangreneuse du visage, une extravasation du sang, une plaie vive qui lui dévora la face furent le prix de son dévouement ou le résultat de son imprudence. « Malheureusement, répondit Henri, étant déjà à moitié catholique, j'ai perdu toute influence sur monsieur de Condé. Votre ami aurait donc tort de s'adresser à moi. Ce n'était pas seulement près du prince de Condé que votre majesté pouvait, par son influence, être utile à mon ami, mais encore près du prince de Porcian, frère de celui qui a été empoisonné. »« Ah, ça, dit Charlotte. Savez-vous, René, que vos histoires sentent le trembleur ? Vous sollicitez mal à propos.
Il est tard, votre conversation est mortuaire. En vérité, vos parfums valent mieux. » Et Charlotte étendit de nouveau la main sur la boîte d'opiat. « Madame, » dit René, « avant de l'essayer comme vous allez le faire, écoutez ce que les méchants en peuvent tirer de cruels effets. » « Décidément, René, » dit la baronne, « vous êtes funèbre ce soir. » Henri fronça le sourcil, mais il comprit que René voulait en venir à un but qu'il n'entrevoyait pas encore, et il résolut de pousser jusqu'au bout cette conversation qui éveillait en lui de si douloureux souvenirs. « Et, reprit-il, vous connaissez aussi les détails de l'empoisonnement du prince de Porcian ? » ?»« Oui, dit-il. On savait qu'il laissait brûler chaque nuit une lampe près de son lit. On empoisonna l'huile, et il fut asphyxié par l'odeur. » Henri crispa l'un sur l'autre ses doigts humides de sueur. « Ainsi donc, murmura-t-il, celui que vous nommez votre ami sait non seulement les détails de cet empoisonnement, mais il en connaît l'auteur ? Oui, et c'est pour cela qu'il eût voulu savoir de vous si vous auriez sur le prince de Porcian qui reste cette influence de lui faire pardonner au meurtrier la mort de son frère. »« Malheureusement, répondit Henri, étant encore à moitié huguenot, je n'ai aucune influence sur monsieur le prince de Porcian. Votre ami aurait donc tort de s'adresser à moi. Mais que pensez-vous des dispositions de monsieur le prince de Condé et de monsieur de Porcian ? Comment connaîtrais-je leurs dispositions, René ? Dieu, que je sache, ne m'a point donné le privilège de lire dans les cœurs. »« Votre Majesté peut s'interroger elle-même, » dit le Florentin avec calme. « N'y a-t-il pas dans la vie de votre Majesté quelque événement si sombre qu'il puisse servir d'épreuve à la clémence, si douloureux qu'il soit une pierre de touche pour la générosité ?» Ces mots furent prononcés avec un accent qui fit frissonner Charlotte elle-même. C'était une allusion tellement directe, tellement sensible, que la jeune femme se détourna pour cacher sa rougeur et pour éviter de rencontrer le regard de Henri. Henri fit un suprême effort sur lui-même, désarma son front, qui, pendant les paroles du Florentin, s'était chargé de menaces, et, changeant la noble douleur filiale qui lui étreignait le cœur en vague méditation. « Dans ma vie, dit-il, un événement sombre ? Non, René, non. Je ne me rappelle de ma jeunesse que la folie et l'insouciance, mêlées aux nécessités plus ou moins cruelles qu'imposent à tous les besoins de la nature et les épreuves de Dieu. » René se contraignit à son tour en promenant son attention de Henri à Charlotte, comme pour exciter l'un et retenir l'autre. Car Charlotte, en effet, se remettant à sa toilette pour cacher la gêne que lui inspirait cette conversation, venait de nouveau d'étendre la main vers la boîte d'opiat. « Mais enfin, sire, si vous étiez le frère du prince de Porcian ou le fils du prince de Condé et qu'on eût empoisonné votre frère ou assassiné votre père... » Charlotte poussa un léger cri et approcha de nouveau l'opiat de ses lèvres. René vit le mouvement, mais cette fois, il ne l'arrêta ni de la parole, ni du geste. Seulement, il s'écria « Au nom du ciel ! Répondez, sire ! Sire, si vous étiez à leur place, que feriez-vous » Henri se recueillit, essuya de sa main tremblante son front où perlaient quelques gouttes de sueur froide, et, se levant de toute sa hauteur, il répondit au milieu du silence qui suspendait jusqu'à la respiration de René et de Charlotte. « Si j'étais à leur place, et que je fusse sûr d'être roi, c'est-à-dire de représenter Dieu sur la terre, je ferais comme Dieu, je pardonnerais. »« Madame !» s'écria René en arrachant l'opiat des mains de Madame de Sauve. « Madame, rendez-moi cette boîte. Mon garçon, je le vois, s'est trompé en vous l'apportant. Demain, je vous en enverrai une autre. » Chapitre 23. Un nouveau converti. Le lendemain, il devait y avoir chasse à courre dans la forêt de Saint-Germain. Henri avait ordonné qu'on lui tînt prêt pour 8 heures du matin, c'est-à-dire tout sellé et tout bridé, un petit cheval du Béarn qu'il comptait donner à Madame de Sauve,
mais qu'auparavant il désirait essayer. À 8h moins un quart, le cheval était appareillé. À 8h sonnant, Henri descendait. Le cheval, fier et ardent, malgré sa petite taille, dressait les crins et piaffait dans la cour. Il avait fait froid et un léger verglas couvrait la terre. Henri s'apprêta à traverser la cour pour gagner le côté des écuries où l'attendaient le cheval et le palefrenier, lorsqu'en passant devant un soldat suisse, en sentinelle à la porte, ce soldat lui présenta les armes en disant « Dieu garde Sa Majesté le roi de Navarre !» À ce souhait, et surtout à l'accent de la voix qui venait de l'émettre, le Béarnais tressaillit. Il se retourna et fit un pas en arrière. « De Mouy » murmura-t-il. « Oui, sire, de Mouy. »« Que venez-vous faire ici ?»« Je vous cherche. »« Que me voulez-vous ?»« Il faut que je parle à votre majesté. »« Malheureux, dit le roi en se rapprochant de lui, ne sais-tu pas que tu risques ta tête ? Je le sais. Eh bien, me voilà. Henri pâlit légèrement, car ce danger que courait l'ardent jeune homme, il comprit qu'il le partageait. Il regarda donc avec inquiétude autour de lui et se recula une seconde fois, non moins vivement que la première. Il venait d'apercevoir le duc d'Alençon à une fenêtre. Changeant aussitôt d'allure, Henri prit le mousquet des mains de De Mouy, placé, comme nous l'avons dit, en sentinelle, et tout en ayant l'air de l'examiner. « De Mouy, lui dit-il, ce n'est pas certainement sans un motif bien puissant que vous êtes venu ainsi vous jeter dans la gueule du loup. »« Non, sire. Aussi voilà 8 jours que je vous guette. Hier seulement, j'ai appris que votre majesté devait essayer ce cheval ce matin, et j'ai pris poste à la porte du Louvre. »« Mais comment sous ce costume ? » ?»« Le capitaine de la compagnie est protestant, et de mes amis. »« Voici votre mousquet. Remettez-vous à votre faction. » On nous examine. En repassant, je tâcherai de vous dire un mot. Mais si je ne vous parle point, ne m'arrêtez point. Adieu. De Mouy reprit sa marche mesurée, et Henri s'avança vers le cheval. « Qu'est-ce que ce joli petit animal ?» demanda le duc d'Alençon de sa fenêtre. « Un cheval que je devais essayer ce matin, » répondit Henri. « Mais ce n'est point un cheval d'homme, cela. Aussi était-il destiné à une belle dame. Prenez garde, Henri, vous allez être indiscret, car nous allons voir cette belle dame à la chasse, et si je ne sais pas de qui vous êtes le chevalier, je saurai au moins de qui vous êtes l'écuyer. »« Eh, mon Dieu, non. Vous ne le saurez pas, dit Henri avec sa feinte bonhomie, car cette belle dame ne pourra sortir, étant fort indisposée ce matin. » Et il se mit en selle. « Ah, bah, dit d'Alençon en riant, pauvre madame de Sauve. »« François, c'est vous qui êtes indiscret. »« Et qu'a-t-elle donc, cette belle Charlotte ?» reprit le duc d'Alençon. « Mais, continua Henri en lançant son cheval au petit galop et en lui faisant décrire un cercle de manège. Mais je ne sais trop. Une grande lourdeur de tête, à ce que m'a dit Dariol, une espèce d'engourdissement par tout le corps, une faiblesse générale, enfin. »« Et cela vous empêchera-t-il d'être des nôtres ?» demanda le duc. « Moi ? Et pourquoi ? Reprit Henri. « Vous savez que je suis fou de la chasse à courre, et que rien n'aurait cette influence de m'en faire manquer une. »« Vous manquerez pourtant celle-ci, Henri, » dit le duc, après s'être retourné et avoir causé un instant avec une personne qui était demeurée invisible aux yeux de Henri, attendu qu'elle causait avec son interlocuteur du fond de la chambre. « Car voici Sa Majesté qui me fait dire que la chasse ne peut avoir lieu. »« Bah, dit Henri de l'air le plus désappointé du monde. »« Pourquoi cela ? » ?»« Des lettres fort importantes de M. de Nevers, à ce qu'il paraît. Il y a conseil entre le roi, la reine-mère et mon frère le duc d'Anjou. »« Ah ah, fit en lui-même Henri, serait-il arrivé des nouvelles de Pologne ? » Puis tout haut. « En ce cas, continua-t-il, il est inutile que je me risque plus longtemps sur ce verglas. Au revoir, mon frère. » Puis, arrêtant le cheval en face de Mouy, « Mon ami, dit-il, appelle un de tes camarades pour finir ta faction. Aide le palefrenier à désangler ce cheval, mets la selle sur ta tête et porte-la chez l'orfèvre de la sellerie. Il y a une broderie à y faire qu'il n'avait pas eu le temps d'achever pour aujourd'hui. Tu reviendras me rendre réponse chez moi.
Demouy se hâta d'obéir, car le duc d'Alençon avait disparu de sa fenêtre, et il est évident qu'il avait conçu quelques soupçons. En effet, à peine avait-il tourné le guichet que le duc d'Alençon parut. Un véritable Suisse était à la place de Demouy. d'Alençon regarda avec grande attention le nouveau factionnaire, puis, se retournant du côté de Henri, « Ce n'est point avec cet homme que vous causiez tout à l'heure, n'est-ce pas, mon frère ? » L'autre est un garçon qui est de ma maison et que j'ai fait entrer dans les Suisses. Je lui ai donné une commission et il est allé l'exécuter. « Ah !» fit le duc, comme si cette réponse lui suffisait. « Et Marguerite, comment va-t-elle ? » « Je vais le lui demander, mon frère. »« Ne l'avez-vous donc point vue depuis hier ? » ?»« Non, je me suis présenté chez elle cette nuit vers 11h, mais Gillonne m'a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle dormait. »« Vous ne la trouverez point dans son appartement, elle est sortie. »« Oui, dit Henri, c'est possible. Elle devait aller au couvent de l'Annonciade. » Il n'y avait pas moyen de pousser la conversation plus loin, Henri paraissant décidé seulement à répondre. Les deux beaux-frères se quittèrent donc, le duc d'Alençon pour aller aux nouvelles, disait-il, le roi de Navarre pour rentrer chez lui. Henri y était à peine depuis 5 minutes lorsqu'il entendit frapper. « Qui est là ?» demanda-t-il. « Sire, » répondit une voix que Henri reconnut pour celle de Demouy. « C'est la réponse de l'orfèvre de la sellerie. » Henri, visiblement ému, fit entrer le jeune homme et referma la porte derrière lui. « C'est vous, Demouy, dit-il. J'espérais que vous réfléchiriez. »« Sire, répondit Demouy, il y a 3 mois que je réfléchis, c'est assez. Maintenant, il est temps d'agir. » Henri fit un mouvement d'inquiétude. « Ne craignez rien, sire, nous sommes seuls et je me hâte, car les moments sont précieux. Votre Majesté peut nous rendre, par un seul mot, tout ce que les événements de l'année ont fait perdre à la religion. Soyons clairs, soyons brefs, soyons francs. »« J'écoute, mon brave Demouy, » répondit Henri, voyant qu'il lui était impossible d'éluder l'explication. « Est-il vrai que votre Majesté ait abjuré la religion protestante ? » ?»« C'est vrai, » dit Henri. « Oui, mais est-ce des lèvres ? Est-ce du cœur ? » « On est toujours reconnaissant à Dieu quand il nous sauve la vie, » répondit Henri, tournant la question, comme il avait l'habitude de le faire en pareil cas. « Et Dieu m'a visiblement épargné dans ce cruel danger. »« Sire, » reprit Demouy, « avouons une chose. »« Laquelle ? » ?»« C'est que votre abjuration n'est point une affaire de conviction, mais de calcul. Vous avez abjuré pour que le roi vous laissât vivre, et non parce que Dieu vous avait conservé la vie. »« Quelle que soit la cause de ma conversion, Demouy, » répondit Henri, « je n'en suis pas moins catholique. »« Oui, mais le resterez-vous toujours ? À la première occasion de reprendre votre liberté d'existence et de conscience, ne la reprendrez-vous pas ? Eh bien, cette occasion, elle se présente. La Rochelle est insurgée, le Roussillon et le Béarn n'attendent qu'un mot pour agir. Dans la Guyenne, tout crie à la guerre. Dites-moi seulement que vous êtes un catholique forcé et je vous réponds de l'avenir. »« On ne force pas un gentilhomme de ma naissance, mon cher Demouy. Ce que j'ai fait, je l'ai fait librement. »« Mais, sire, » dit le jeune homme, le cœur oppressé de cette résistance à laquelle il ne s'attendait pas, « vous ne songez donc pas qu'en agissant ainsi, vous nous abandonnez ? Vous nous trahissez ?» Henri resta impassible. « Oui, reprit Demouy, oui, vous nous trahissez, sire, car plusieurs d'entre nous sont venus au péril de leur vie pour sauver votre honneur et votre liberté. Nous avons tout préparé pour vous donner un trône, sire, entendez-vous bien ? Non seulement la liberté, mais la puissance. Un trône à votre choix, car dans 2 mois, vous pourrez opter entre Navarre et France. »« Demouy, » dit Henri, en voilant son regard, qui, malgré lui, à cette proposition, avait jeté un éclair. « Demouy, je suis sauf, je suis catholique, je suis l'époux de Marguerite, je suis frère du roi Charles, je suis gendre de ma bonne mère Catherine. Demouy, en prenant ces diverses positions, j'en ai calculé les chances, mais aussi les obligations. »« Mais, sire, reprit Demouy, à quoi faut-il croire ? On me dit que votre mariage n'est pas consommé. On me dit que vous êtes libre au fond du cœur.
On me dit que la haine de Catherine... » « Mensonge, mensonge !» interrompit vivement le Béarnais. « Oui, l'on vous a trompé impudemment, mon ami. Cette chère Marguerite est bien ma femme, Catherine est bien ma mère, le roi Charles IX, enfin, est bien le seigneur et le maître de ma vie et de mon cœur. » Demouy frissonna, un sourire presque méprisant passa sur ses lèvres. « Ainsi donc, sire, » dit-il, en laissant retomber ses bras avec découragement et en essayant de sonder du regard cette âme pleine de ténèbres. « Voilà la réponse que je rapporterai à mes frères. Je leur dirai que le roi de Navarre tend sa main et donne son cœur à ceux qui nous ont égorgés. Je leur dirai qu'il est devenu le flatteur de la reine-mère et l'ami de Maurevel. »« Mon cher Demouy, » dit Henri, « le roi va sortir du conseil. » Et il faut que j'aille m'informer près de lui des raisons qui nous ont fait remettre une chose aussi importante qu'une partie de chasse. Adieu. Imitez-moi, mon ami. Quittez la politique. Revenez au roi et prenez la messe. Et Henri reconduisit, ou plutôt repoussa jusqu'à l'antichambre, le jeune homme dont la stupéfaction commençait à faire place à la fureur. À peine eut-il refermé la porte que, ne pouvant résister à l'envie de se venger sur quelque chose à défaut de quelqu'un, Demouy broya son chapeau entre ses mains, le jeta à terre et le foulant aux pieds comme fait un taureau du manteau du matador. « Par la mort !» s'écria-t-il. « Voilà un misérable prince, et j'ai bien envie de me faire tuer ici pour le souiller à jamais de mon sang. »« Chut, monsieur Demouy !» dit une voix qui se glissait par l'ouverture d'une porte entrebâillée. « Chut ! Car un autre que moi pourrait vous entendre. » Demouy se retourna vivement et aperçut le duc d'Alençon enveloppé d'un manteau et avançant sa tête pâle dans le corridor pour s'assurer si Demouy et lui étaient bien seuls. « Monsieur le duc d'Alençon » s'écria Demouy, « je suis perdu. »« Au contraire, » murmura le prince, « peut-être même avez-vous trouvé ce que vous cherchez. Et la preuve, c'est que je ne veux pas que vous fassiez tuer ici comme vous en avez le dessein. Croyez-moi, votre sang peut être mieux employé qu'à rougir le seuil du roi de Navarre. » Et, à ces mots, le duc ouvrit toute grande la porte qu'il tenait entrebâillée. « Cette chambre est celle de deux de mes gentilshommes, » dit le duc. « Nul ne viendra nous relancer ici. Nous pourrons donc y causer en toute liberté. Venez, monsieur. »« Me voici, monseigneur, » dit le conspirateur stupéfait. Et il entra dans la chambre, dont le duc d'Alençon referma la porte derrière lui, non moins vivement que n'avait fait le roi de Navarre. Demouy était entré furieux, exaspéré, maudissant. Mais peu à peu, le regard froid et fixe du jeune duc François fit sur le capitaine huguenot l'effet de cette glace enchantée qui dissipe l'ivresse. « Monseigneur, dit-il, si j'ai bien compris, votre Altesse veut me parler ?»« Oui, monsieur Demouy, répondit François. Malgré votre déguisement, j'avais cru vous reconnaître, et quand vous avez présenté les armes à mon frère Henri, je vous ai reconnu tout à fait. Eh bien, Demouy, vous n'êtes donc pas content du roi de Navarre ? » « Monseigneur. »« Allons, voyons, parlez-moi hardiment, sans que vous vous en doutiez, peut-être suis-je de vos amis. »« Vous, monseigneur ? » ?»« Oui, moi. Parlez donc. »« Je ne sais que dire à votre Altesse, monseigneur. Les choses dont j'avais à entretenir le roi de Navarre touchent à des intérêts que votre Altesse ne saurait comprendre. D'ailleurs, ajouta Demouy d'un air qu'il tâcha de rendre indifférent, il s'agissait de bagatelles. « De bagatelles, fit le duc. « Oui, monseigneur. »« De bagatelles pour lesquelles vous avez cru devoir exposer votre vie en revenant au Louvre, où, vous le savez, votre tête vaut son pesant d'or. Car on n'ignore point que vous êtes, avec le roi de Navarre et le prince de Condé, un des principaux chefs des Huguenots. »« Si vous croyez cela, monseigneur, agissez envers moi comme doit le faire le frère du roi Charles et le fils de la reine Catherine. »« Pourquoi voulez-vous que j'agisse ainsi quand je vous ai dit que j'étais de vos amis ? Dites-moi donc la vérité. »« Monseigneur, dit Demouy, je vous jure. »« Ne jurez pas, monsieur. La religion réformée défend de faire des serments, et surtout de faux serments. » Demouy fronça le sourcil. « Je vous dis que je sais tout, reprit le duc.
Demouy continua de se taire. « Vous en doutez ?» reprit le prince avec une affectueuse insistance. « Eh bien, mon cher Demouy, il faut vous convaincre. Voyons, vous allez juger si je me trompe. Avez-vous ou non proposé à mon frère Henri, là, tout à l'heure, le duc étendit la main dans la direction de la chambre du Béarnais, votre secours et celui des vôtres pour le réinstaller dans sa royauté de Navarre ?» Demouy regarda le duc d'un air effaré. « Proposition qu'il a refusée avec terreur ?» Demouy demeura stupéfait. « Avez-vous alors invoqué votre ancienne amitié, le souvenir de la religion commune ? Avez-vous même alors leurré le roi de Navarre d'un espoir bien brillant, si brillant qu'il en a été ébloui, de l'espoir d'atteindre à la couronne de France ? Hein ? Dites, suis-je bien informé ? Est-ce là ce que vous êtes venu proposer au Béarnais ? » « Monseigneur, s'écria Demouy, c'est si bien cela que je me demande en ce moment même si je ne dois pas dire à votre Altesse royale qu'elle en a menti. Provoquer dans cette chambre un combat sans merci et assurer ainsi par la mort de nous deux l'extinction de ce terrible secret. »« Doucement, mon brave Demouy, doucement, » dit le duc d'Alençon sans changer de visage, sans faire le moindre mouvement à cette terrible menace. « Le secret s'éteindra mieux entre nous si nous vivons tous deux que si l'un de nous meurt. Écoutez-moi et cessez de tourmenter ainsi la poignée de votre épée. Pour la 3e fois, je vous dis que vous êtes avec un ami. Répondez donc comme à un ami. Voyons, le roi de Navarre n'a-t-il pas refusé tout ce que vous lui avez offert ? » ?»« Oui, monseigneur, et je l'avoue, puisque cet aveu ne peut compromettre que moi. » »« N'avez-vous pas crié en sortant de sa chambre et en foulant aux pieds votre chapeau qu'il était un prince lâche et indigne de demeurer votre chef ? » ?»« C'est vrai, monseigneur, j'ai dit cela. »« Ah, c'est vrai. Vous l'avouez, enfin. »« Oui. »« Et c'est toujours votre avis ? » ?»« Plus que jamais, monseigneur. »« Eh bien, moi, monsieur Demouy, moi, 3e fils de Henri II, moi, fils de France, suis-je assez bon gentilhomme pour commander à vos soldats, voyons ? Et jugez-vous que je suis assez loyal pour que vous puissiez compter sur ma parole ? » ?»« Vous, monseigneur ? Vous, le chef des Huguenots ? » ?»« Pourquoi pas ? C'est l'époque des conversions, vous le savez. Henri s'est bien fait catholique. Je puis bien me faire protestant, moi. » »« Oui, sans doute, monseigneur, mais j'attends que vous m'expliquiez. » »« Rien de plus simple. Et je vais vous dire en 2 mots la politique de tout le monde. Mon frère Charles tue les Huguenots pour régner plus largement. Mon frère d'Anjou les laisse tuer parce qu'il doit succéder à mon frère Charles et que, comme vous le savez, mon frère Charles est souvent malade. Mais moi, et c'est tout différent, moi qui ne régnerai jamais, en France du moins, attendu que j'ai 2 aînés devant moi que la haine de ma mère et de mes frères, plus encore que la loi de la nature, éloigne du trône. Moi qui ne dois prétendre à aucune affection de famille, à aucune gloire, à aucun royaume. Moi qui, cependant, porte un cœur aussi noble que mes aînés. Eh bien, Demouy. Moi, je veux chercher à me tailler avec mon épée un royaume dans cette France qu'il couvre de sang. Or, voilà ce que je veux, moi, Demouy. Écoutez, je veux être roi de Navarre, non par la naissance, mais par l'élection. Et remarquez bien que vous n'avez aucune objection à faire à cela, car je ne suis pas un usurpateur, puisque mon frère refuse vos offres, et, s'ensevelissant dans sa torpeur, reconnaît hautement que ce royaume de Navarre n'est qu'une fiction. Avec Henri de Béarn, vous n'avez rien. Avec moi, vous avez une épée et un nom. François d'Alençon, fils de France, sauvegarde tous ses compagnons et tous ses complices, comme il vous plaira de les appeler. Eh bien, que dites-vous de cette offre, monsieur Demouy ? » ?»« Je dis qu'elle m'éblouit, monseigneur. »« Demouy, nous aurons bien des obstacles à vaincre. Ne vous montrez donc pas dès l'abord si exigeant et si difficile envers un fils de roi et un frère de roi qui vient à vous. Monseigneur, la chose serait déjà faite si j'étais seul à soutenir mes idées. Mais nous avons un conseil,
et si brillante que soit l'offre, peut-être même à cause de cela, les chefs du parti n'y adhéreront-ils pas sans condition. Ceci est autre chose, et la réponse est d'un cœur honnête et d'un esprit prudent. À la façon dont je viens d'agir, de Mouy, vous avez dû reconnaître ma probité. Traitez-moi donc de votre côté en homme qu'on estime et non en prince qu'on flatte. De Mouy, ai-je des chances ? Sur ma parole, monseigneur, et puisque votre Altesse veut que je lui donne mon avis, votre Altesse les a toutes, depuis que le roi de Navarre a refusé l'offre que j'étais venu lui faire. Mais, je vous le répète, monseigneur, me concerter avec nos chefs est chose indispensable. Faites donc, monsieur, répondit d'Alençon. Seulement, à quand la réponse ? De Mouy regarda le prince en silence, puis, paraissant prendre une résolution, « Monseigneur, dit-il, donnez-moi votre main. J'ai besoin que cette main d'un fils de France touche la mienne pour être sûr que je ne serai point trahi. » Le duc non seulement tendit la main vers De Mouy, mais il saisit la sienne et la serra. « Maintenant, monseigneur, je suis tranquille, dit le jeune huguenot. Si nous étions trahis, je dirais que vous n'y êtes pour rien. Sans quoi, monseigneur, et pour si peu que vous fussiez dans cette trahison, vous seriez déshonoré. Pourquoi me dites-vous cela, De Mouy, avant de me dire quand vous me rapporterez la réponse de vos chefs ? Parce que, monseigneur, en me demandant à quand la réponse, vous me demandez en même temps où sont les chefs, et que, si je vous dis « à ce soir », vous saurez que les chefs sont à Paris et s'y cachent. Et en disant ces mots, par un geste de défiance, De Mouy attachait son œil perçant sur le regard faux et vacillant du jeune homme. « Allons, allons, reprit le duc. Il vous reste encore des doutes, monsieur De Mouy. Mais je ne puis du premier coup exiger de vous une entière confiance. Vous me connaîtrez mieux plus tard. Nous allons être liés par une communauté d'intérêts qui vous délivrera de tout soupçon. Vous dites donc à ce soir, monsieur De Mouy ? Oui, monseigneur, car le temps presse. À ce soir. Mais où cela, s'il vous plaît ? Au Louvre, ici, dans cette chambre. Cela vous convient-il ? Cette chambre est habitée, dit De Mouy en montrant du regard les 2 lits qui s'y trouvaient en face l'un de l'autre. Par de mes gentilshommes, oui. Monseigneur, il me semble imprudent, à moi, de revenir au Louvre. Pourquoi cela ? Parce que, si vous m'avez reconnu, d'autres peuvent avoir d'aussi bons yeux que votre Altesse et me reconnaître à leur tour. Je reviendrai cependant au Louvre, si vous m'accordez ce que je vais vous demander. Quoi ? Un sauf-conduit. De Mouy, répondit le duc, un sauf-conduit de moi, saisi sur vous, me perd, et ne vous sauve pas. Je ne puis, pour vous, quelque chose qu'à la condition qu'à tous les yeux, nous sommes complètement étrangers l'un à l'autre. La moindre relation de ma part avec vous, prouvée à ma mère ou à mes frères, me coûterait la vie. Vous êtes donc sauvegardé par mon propre intérêt, du moment où je me serais compromis avec les autres, comme je me compromets avec vous en ce moment. Libre dans ma sphère d'action, fort si je suis inconnu, tant que je reste moi-même impénétrable, je vous garantis tous. Ne l'oubliez pas. Faites donc un nouvel appel à votre courage. Tentez sur ma parole ce que vous tentiez sans la parole de mon frère. Venez ce soir au Louvre. Mais comment voulez-vous que j'y vienne ? Je ne puis risquer ce costume dans les appartements. Il était pour les vestibules et les cours. Le mien est encore plus dangereux, puisque tout le monde me connaît ici, et qu'il ne me déguise aucunement. Aussi, je cherche. Attendez, je crois que... Oui, le voici. En effet, le duc avait jeté les yeux autour de lui, et ses yeux s'étaient arrêtés sur la garde-robe d'apparat de la Mole, pour le moment étendue sur le lit, c'est-à-dire sur ce magnifique manteau cerise brodé d'or dont nous avons déjà parlé, sur son toquet orné d'une plume blanche, entouré d'un cordon de marguerites d'or et d'argent entremêlés, enfin sur un pourpoint de satin gris perle et or. « Voulez-vous ce manteau, cette plume et ce pourpoint ?» dit le duc. « Ils appartiennent à monsieur de la Mole, un de mes gentilshommes, un muguet du meilleur ton. Cet habit a fait rage à la cour, et on reconnaît monsieur de la Mole à 100 pas lorsqu'il le porte. Je vais vous donner l'adresse du tailleur qui le lui a fourni.
En le lui payant le double de ce qu'il vaut, vous en aurez un pareil ce soir. Vous retiendrez bien le nom de monsieur de la Mole, n'est-ce pas ?» Le duc d'Alençon achevait à peine la recommandation que l'on entendit un pas qui s'approchait dans le corridor et qu'une clé tourna dans la serrure. « Hé, qui va là ?» s'écria le duc en s'élançant vers la porte et en poussant le verrou. « Pardieu !» répondit une voix du dehors. « Je trouve la question singulière. Qui va là vous-même ? Voilà qui est plaisant. Quand je veux rentrer chez moi, on me demande qui va là. »« Est-ce vous, monsieur de la Mole ? » ?»« Eh, sans doute que c'est moi. Mais vous, qui êtes-vous » Pendant que la Mole exprimait son étonnement de trouver sa chambre habitée et essayait de découvrir quel en était le nouveau commensal, le duc d'Alençon se retournait vivement, une main sur le verrou, l'autre sur la serrure. « Connaissez-vous monsieur de la Mole ?» demanda-t-il à monsieur de Mouy. « Non, monseigneur. »« Et lui, vous connaît-il ?»« Je ne le crois pas. »« Alors, tout va bien. D'ailleurs, faites semblant de regarder par la fenêtre. » De Mouy obéit sans répondre, car la Mole commençait à s'impatienter et frappait à tour de bras. Le duc d'Alençon jeta un dernier regard vers De Mouy, et, voyant qu'il avait le dos tourné, il ouvrit. « Monseigneur le duc !» s'écria la Mole en reculant de surprise. « Oh, pardon, monseigneur. »« Ce n'est rien, monsieur. J'ai eu besoin de votre chambre pour recevoir quelqu'un. Faites, monseigneur, faites. Mais permettez, je vous en supplie, que je prenne mon manteau et mon chapeau qui sont sur le lit, car j'ai perdu l'un et l'autre cette nuit sur le quai de la Grève, où j'ai été attaqué de nuit par des voleurs. »« En effet, monsieur, » dit le prince en souriant et en passant lui-même à la Mole les objets demandés. « Vous voici assez mal accommodé. Vous avez eu affaire à des gaillards fort entêtés, à ce qu'il paraît. » Et le duc passa lui-même à la Mole le manteau et le toquet. Le jeune homme salua et sortit pour changer de vêtements dans l'antichambre, ne s'inquiétant aucunement de ce que le duc faisait dans sa chambre. Car c'était assez l'usage au Louvre que les logements des gentilshommes fussent, pour les princes auxquels ils étaient attachés, des hôtelleries qu'ils employaient à toutes sortes de réceptions. De Mouy se rapprocha alors du duc, et tous deux écoutèrent pour savoir le moment où la Mole aurait fini et sortirait. Mais lorsqu'il eut changé de costume, lui-même les tira d'embarras, car, s'approchant de la porte, « Pardon, monseigneur, dit-il, mais votre Altesse n'a pas rencontré sur son chemin le comte de Coconas ?»« Non, monsieur le comte, et cependant, il était de service ce matin. »« Alors, on me l'aura assassiné, » dit la Mole en se parlant à lui-même tout en s'éloignant. Le duc écouta le bruit des pas qui allaient s'affaiblissant, puis, ouvrant la porte et tirant De Mouy après lui, « Regardez-le s'éloigner, dit-il, et tâchez d'imiter cette tournure inimitable. »« Je ferai de mon mieux, répondit De Mouy. Malheureusement, je ne suis pas un damoiseau, mais un soldat. En tout cas, je vous attends avant minuit dans ce corridor. Si la chambre de mes gentilshommes est libre, je vous y recevrai. Si elle ne l'est pas, nous en trouverons une autre. »« Oui, monseigneur. »« Ainsi donc, à ce soir. » Avant minuit. À ce soir, avant minuit. Ah, à propos, De Mouy, balancez fort le bras droit en marchant, et c'est l'allure particulière de monsieur de la Mole. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire ou partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour une nouvelle écoute.